Bonjour à tous chers téléspectateurs, bienvenue à cet autre numéro de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision avec nos invités déjà bien installés. Avant de leur donner la parole, revisitons les grandes unes parues ce matin dans la presse avec le quotidien de l'économie qui parle de l'État qui abandonne près de 10 milliards de francs CFA à la SCB alors que le projet bancaire est suspendu. La somme versée comme capital social reste oisif dans les comptes de cette banque depuis 2012, nous dit le quotidien de l'économie. L'anecdote parle de crise anglophone ce matin avec les affrontements mortels dans le sud-ouest du Cameroun. Sur le carreau, nous dit l'anecdote, 15 morts côté sécessionniste. Le gouvernement appelle au dialogue et à l'apaisement. Le journal Info Matin parle de l'opération Épervier aussi dans sa publication de ce lundi avec les deux plaintes de Solo qu'il emporte avec Atanganakuna. Info Matin ajoute que 5 dossiers au total, sur 100 dossiers au total, donc seuls 2 intéressent actuellement le tribunal criminel spécial. Info Matin qui parle aussi d'accidents sur nos routes et week-ends sanglants donc sur les routes. Des sources officielles font état de 6 morts sur l'axe Yaoundé-Douala. L'essentiel ce matin titre sur le libertinage. Rien n'est plus confidentiel, rien n'est plus top secret. C'est d'ailleurs la une qui barre tout aussi le journal Cameroun Tribune ce matin qui parle de gestion des documents confidentiels de l'État. La cote d'alerte qui est atteinte face aux dérives observées avec la divulgation de documents administratifs parfois frappés du sceau de la confidentialité. Le Premier ministre Philémon Yang, à travers une circulaire rendue publique la semaine dernière, appelle les différentes administrations publiques à tout mettre en œuvre pour stopper cette tendance. Le journal Repère, lui, s'intéresse à l'opération Épervier ce matin. Monseigneur Jean Barga, au détenu de Kondengi, qui dit, je cite, « Jésus vous sortira d'ici ». Ce message de réconfort a été délivré par l'archevêque métropolitain de Yaoundé au cours d'une célébration eucharistique à la prison centrale de Yaoundé. C'était le 31 mars. Le journal Repère qui parle aussi de cybercriminalité sur le Cameroun qui a subi 12 800 attaques en 2017, escroquerie, usurpation de titres, exposition des documents top secrets, détournement des coups de fil provenant surtout de l'étranger, atteinte à l'intimité de nombreux individus, intrusion dans les comptes bancaires. Les nouvelles technologies drainent, nous dit Repère, avec elles une kyrielle de dégâts qui ne simplifie pas toujours l'existence humaine. Le journal nous parle aussi de la présidentielle 2018 et de Samuel Eto'o qui digère mal le poisson d'avril de Jeune Afrique. Le site du magazine panafricain a annoncé le 1er avril la candidature du Goléador à la prochaine présidentielle pour ce dernier. Ce sujet est très sensible pour faire l'objet d'une plaisanterie. Nous renseigne donc le journal Repère ce matin. Et mutation nous parle de Kondengi, ce que Monseigneur Barga a dit aux prisonniers. L'archevêque métropolitain de Yaoundé y a célébré une messe à l'occasion du Samedi Saint. L'article est à lire à la page 10. Monseigneur Jean Barga qui a apporté du réconfort à ces prisonniers en leur faisant savoir qu'à travers le Christ, ils pouvaient donc sortir de cette prison. Et puis l'œil du Sahel qui s'intéresse justement à l'un des prisonniers et nous parle d'opération Épervier Nigeria. Atanganakuna, interpellé avec près d'1 milliard de francs CFA, nous renseigne le journal. Le soir, lui, parle d'opération Épervier tout aussi. Le temps des interpellations et des arrestations. L'épervier Stray Hebdo nous dit plusieurs signes présagent de l'arrivée de certains hauts commis de l'État dans les geôles, des transfèrements des prisonniers d'Okondengi vers d'autres prisons, notamment Monatélé et Bafia, et puis l'aménagement de nouvelles cellules. Le journal qui propose d'ailleurs une liste des potentiels clients, toujours relativement à l'épervier. Sur le journal Le Soir, parle de détournement de deniers publics et fautes professionnelles, enquête sur les cas Kuna, Bokolo, Solo, Ouyono, Ouanja, entre autres. Et puis le journal De Son
titre ce matin sur Atangandi, notamment la crise anglophone crisis after France, UK cautions citizens in travel alert. Atangandi extends Olive branch to Amba fighters, tell them to surrender like prodigal sons or face the state. Say he fought to release 190 detained Anglophones. You also have in the Sun newspaper this morning, race to the Senate, SDF floods Constitutional Council with petitions, CPDM battles to secure one Senate seat in Northwest Region. Voilà donc pour l'essentiel des grandes unes ce matin donc dans cette émission. Thierry Nyopé, bonjour. Bonjour Rayon Martial, bonjour Rayon Bernard Vatana. Avec votre permission, je souhaiter également un très bon début de semaine aux membres de l'association des élites musulmanes pour le développement du Cameroun qui ont organisé samedi dernier une grande manifestation sur la cohésion sociale et le vivre ensemble, une manifestation qui a quand même réuni plus de 2000 personnes. L'heure où nous parlons davantage de crise anglophone avec ces différents corollaires. La nécessité de prôner le vivre ensemble. Voilà, c'était une cérémonie extrêmement courue qui avait la participation de plusieurs autres personnalités, notamment le maire d'Nkonsamba premier et président de l'association Yakamata. Voilà, merci Thierry et bienvenue Bernard. Bonjour Martial. Allez. Bonjour Thierry. Alors, quand on a passé un week-end à Kribi, on s'est rendu compte que à Ebomé, 6 km, il y a un conflit latent qui, si on ne prend garde, va embraser deux communautés. La communauté Mabi, autochtone, et la communauté Bamleke qui s'y trouve. Leur point de litige, c'est Tara Plage, qui est une entreprise de droit camerounais gérée par Sa Majesté Mouri, qui à un moment a été détruit par les loubards qui étaient venus soi-disant être envoyés par le procureur de la République. Depuis, la région est en insécurité. Il y a comme litige un titre foncier qui oppose effectivement Mouri à un certain M. Chantou. Un titre foncier qui a été annulé successivement par le ministre Anon Abidine et Jacqueline Koum Abessike. Mais au-delà de cela, M. Chantou a fait fi de cette annulation et il a construit un immeuble de 3 niveaux. En tout cas, on va noter. Et les populations exacerbées ont mis le feu sur la barrière qu'il avait érigée pour les empêcher d'avoir accès à la mer. Donc, il y a un conflit latent qu'il faut regarder au niveau de Bombay, à 6 km de Kribi. Un conflit d'ailleurs relevé par plusieurs journaux la semaine dernière. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet ce matin pour constater que de nombreux journaux ont titré sur l'opération Épervier, mutation notamment, qui s'est intéressée à cette messe du samedi saint à la prison centrale de Kondengui. On note aussi l'œil du Sahel qui parle d'Atanganakuna qui a été interpellé avec près d'1 milliard de francs CFA. Le journal Le Soir qui parle du temps des interpellations et des arrestations. Donc l'opération Épervier encore, toujours, depuis la semaine dernière, il faut noter que c'est un sujet qui revient de façon récurrente. L'épervier est de retour, Thierry. Voilà, c'est clair que c'est un sujet d'ailleurs qui va continuer à alimenter le corps social, hein, les conversations même dans les chaumières. Tout le monde est au courant qu'il y a une liste qui a longuement circulé dans les réseaux sociaux annonçant l'interdiction de sortie à quelques personnalités de la République. Ces personnalités, il faut le souligner, ne sont pas encore interpellées jusqu'ici. Donc, il est clair que l'opération Épervier va se poursuivre. Mais pour revenir justement à la messe pascale au samedi saint, célébrée du côté de Kondengui, il faut quand même remarquer qu'on a vu des personnalités requinquées, tout sourire, qui avaient un embonpoint extraordinaire pour des gens qui sont en prison. On a eu comme l'impression justement que la prison était devenue ce lieu paradisiaque où on passait du bon temps. On a vu
Basile à Tanganakuna, tout cintré, flinguant, on se serait même posé des questions. S'il n'est pas loisible. Comme la plupart d'entre eux. Parce que quand on regarde par exemple cette une de mutation et cette photo qui barre la une, voilà, on remarque Docteur Guiniefa, ils sont nombreux, Jérôme Mendozi, on a comme l'impression que quand on est en prison, on est mieux loti que quand on est à l'extérieur. Même si Gervais Mendozi, lui... il y a également le poids de l'âge. Il y a également le poids de l'âge, mais n'oublions pas. Donc, il faudrait justement que l'on comprenne que la prison n'est pas la voie par excellence de résolution de ces crises-là. Ces arrestations ne serviraient pratiquement, ou ne servent pratiquement pas grand-chose. On l'a souligné même sur ce plateau. On l'a vu en Arabie Saoudite. Le prince nouvellement porté à la tête de ce pays a fait un geste extrêmement important. Il a réussi à mettre en débat près de 300 personnalités de ce pays et après 2 mois de négociations, il a réussi, je vous assure, à récolter plus de 100 millions de dollars, l'équivalent du budget du Cameroun en 1 an. Voilà une action concrète, ponctuelle. On ne sait pas exactement qui avait été arrêté, on ne connaît pas les visages, mais on sait quand même que l'argent est rentré dans le trésor public. C'est ce qu'on devrait faire pour le cas du Cameroun. Ces arrestations ne nous apportent rien. Le volume d'aménageurs est toujours réduit à la portion congrue. Alors, l'œil du Sahel qui va plus loin ce matin en titrant sur Atanganakuna, interpellé avec près d'1 milliard de francs CFA. C'est un titre qui interpelle. Éric Martial, 1 milliard, c'est 1 mètre cube d'argent. 1 mètre cube. Quand tu regardes, l'argent, oui. C'est ça le volume d'1 milliard de francs. Bon, on se demanderait comment on a pu avoir ça de façon liquide, transporter ça jusqu'à ce niveau. Mais toujours est-il que pour revenir là, mais l'argent circule, beaucoup trop d'argent circule au Cameroun, du fait même de cette opération épervier. Parce qu'en fait, l'opération épervier, il s'agit des prévaricateurs de la fortune publique. Et ils utilisent tous les moyens pour passer, et pour aller ici et là, et pour corrompre même. Bon voilà, c'est ça. Et comme dirait Thierry tout à l'heure, on a banalisé l'opération épervier autant qu'on a banalisé même la prison qui accueille ces prisonniers. Bon, donc il faut trouver une autre formule, une autre parade. Le Monseigneur Mbaga dit que Dieu vous sortira de là, Jésus-Christ vous sortira de là. Mais il sort toujours les gens de mauvaise passe. Et c'est ce même Jésus-Christ qui est passé, qui a hébergé à Tanganakuna dans une paroisse à Yaoundé. Il ne faut pas qu'on s'amuse. Il s'agit pas Jésus-Christ. Mais ils nous ont parlé de Jésus-Christ. Donc il ne faut pas qu'on s'amuse avec cette histoire. Il s'agit ici de la fortune publique. Il s'agit ici de l'argent des Camerounais. Il s'agit ici de la vie des Camerounais pour que ce soit pris peut être la portée du message de Monseigneur Mbarga à l'endroit de ces prisonniers de luxe, entre guillemets, Thierry? C'est juste un message d'espoir. Espoir pourquoi? En réalité, toute personne qui vit a droit à l'espoir. C'est tout à fait normal. Quel était le bien fondé de la célébration de cette messe du côté de Kondengui? Pourquoi n'est-il pas allé ailleurs? Là est toute la question. Mais toujours est-il qu'une messe a été célébrée, un message d'espoir. N'oublions pas quand même que la naissance de Jésus, la résurrection de Jésus-Christ annonce des lendemains meilleurs pour tout chrétien. C'est un message d'espoir, c'est un message... D'ailleurs, on a écouté Dr Nguyefa qui est revenu justement sur cette renaissance-là, comme quoi, au-delà de son interpellation il y a quelques années plus tard, il faut le souligner, il a été, dans le cadre des affaires qui lui avaient été imputées, il a été quelque peu par grâce, en fait, reconnu non coupable sur certaines. Donc il a estimé à un moment donné que même Jésus-Christ était derrière lui et que, pourquoi pas, dans les jours à venir, il aurait le dehors. Mais je continue à le souligner, il faudrait que l'on comprenne que c'est l'argent des Camerounais qui a été détourné. Ces gens, notamment basés à Tanganakuna, qui en tant que personnalité de la République, qui a passé le temps à dire que Paul Biya est le plus grand président du monde, qui a passé le temps à dire que Paul Biya, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, et du jour au lendemain se retrouve en train de traverser le Cameroun, pratiquement déguisé en femmelette, comme l'avions appris. Ces gens méritent d'être punis. Maintenant, est-ce que la punition
c'est nécessairement la prison. Il faudrait justement que l'on change peut-être de paradigme et que l'on s'inscrive dans une autre dynamique pour permettre justement aux Camerounais de vivre mieux, parce qu'il y a encore des régions dans ce pays où les enfants fréquentent en main le sol. Il y a encore des endroits dans ce pays où on a de la peine à avoir l'électricité. Aujourd'hui encore, même à Douala, on passe des jours sans énergie électrique, alors que Basile Atangana a été censé gérer les chantiers structurants qui nous donneraient suffisamment de courant, mais tel n'est pas le cas jusqu'ici. Justement, par rapport à cela, Info Matin nous parle des 2 plaintes de William Solo qui emporte à Tanganakuna, le journal qui rappelle d'ailleurs que 5 dossiers ont été présentés. Seul le TCS s'est intéressé seulement à 2. Alors ces plaintes de Solo qui emportent Kuna, on va dire, l'arroseur arrosé. Voilà, autant que les mêmes plaintes emportent Solo lui-même, parce que c'est une sorte de serpent qui se mord la queue. Moi, je pense que, bon, les plaintes sont encore pendantes dans la justice. Il faudra que le tribunal criminel spécial se penche dessus pour que les responsabilités soient établies. Déjà que, voilà, il y a un principe en justice qui veut qu'on soit présumé innocent ou présumé coupable, selon qu'on se trouve d'un côté comme de l'autre. Mais toujours est-il qu'il y a problème. On attend que le tribunal criminel spécial penche là-dessus. Mais ce que moi je voulais dire, revenir sur le message d'espoir. Le seul espoir qui vaille, c'est que au niveau de la prison, qu'il s'amende et qu'il ne s'attaque plus à la fortune publique. C'est le seul espoir. Non, ils ne peuvent plus s'attaquer vu que voilà, ils ne sont plus aux affaires. Oui, mais à l'évidence, l'histoire nous montre que chaque fois qu'il y a des prisonniers politiques, qu'il y a des prisonniers de droit commun par rapport à la prédication de la fortune publique, il y a toujours des prisonniers. La preuve, c'est que les journaux annoncent d'autres clients de l'opération épervier. Donc, il faut que ceux qui nous gouvernent là, qu'ils s'amendent. S'amender, c'est de refuser de s'attaquer à la fortune publique, parce que c'est notre bien commun. C'est le bien de la res publica, la chose commune. Allez, absolument. On parle d'un autre sujet évoqué ce matin dans 2 journaux, Cameroun Tribune et l'essentiel, Cameroun Tribune, qui nous parle de la cote d'alerte en matière donc de gestion des documents officiels, des documents confidentiels de l'État. La cote d'alerte est-elle véritablement atteinte, Thierry ? Bien sûr, nous l'avons longuement souligné, nous en avons récolté sur ce plateau. Je crois même que quelque part, le Premier ministre est arrivé en retard par rapport à ce que nous avions souligné ici pendant des mois. Il était inadmissible que des documents portant le sceau confidentiel se retrouvent carrément dans les réseaux sociaux. On ne sait comment. La dernière note encore en circulation est celle du ministre Atangandi, le MINAT, qui a donné des instructions fermes au gouverneur et à l'administration territoriale de gérer, permettre à l'État d'être suffisamment au fait d'un certain nombre de choses. Mais c'est une note qui porte la mention confidentielle, mais qui s'est retrouvée dans les réseaux sociaux. Comment? Cela, c'est parce qu'on l'a décrit ici. Il fallait justement que les uns et les autres prennent des dispositions qui s'imposent pour frapper. D'ailleurs, les contrevenants, à la limite, comme on ne peut pas identifier celui qui est l'initiateur ou celui qui est l'initiateur de cette divulgation-là, il était question de frapper toute la chaîne. Et c'est pour cette raison que le Premier ministre a d'ailleurs tenu à leur rappeler que toutes les personnes impliquées dans le processus d'information ou de transmission de ces informations-là devraient prendre plus de sérieux et comprendre quand même que les choses de l'État doivent rester des choses de l'État, parce que l'État ne saurait se retrouver dans la rue comme c'est actuellement le cas. Quelle peut être la portée de cette sortie du Premier ministre Bernard? Oui, mais la première portée, c'est la circulaire du Premier ministre. Bon, mais moi, je pense que... La question, c'est que est-ce que ça peut véritablement changer quelque chose? Est-ce que ça veut véritablement changer ça? Dans un monde où les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont. Voilà, il faut y arriver. Parce que c'est tellement important qu'on ne peut pas s'arrêter à une simple circulaire de ministre. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce qu'on a prévu par rapport à l'arrivée? Parce qu'aujourd'hui, Internet s'est invité dans notre quotidien. On ne peut plus faire sans Internet quand on se réveille le matin. Alors, quelles sont les dispositions que le gouvernement a prises par rapport à cette nouvelle donne? Il faut que, au-delà d'une simple circulaire, qu'il y ait une réglementation de la chose Internet. Il faut qu'il y ait une réglementation, qu'on sache c'est quoi les réseaux sociaux.
parce qu'un jour, le gouvernement fait comme si c'était... Il est agi. Il n'agit pas. Il faut que le gouvernement prévoie qu'il donne un cadre réglementaire par rapport à la gestion au quotidien. Par exemple, quand on rentre dans l'univers médiatique, il y a ce qu'on appelle les cyberjournaux qui se sont ajoutés. Quelle est la position des cyberjournaux dans toute cette imbroglio qu'on appelle réseaux sociaux et autres là? Moi, je pense qu'il faut un cadre réglementaire. Et le cadre réglementaire passe par la représentation nationale, par l'Assemblée nationale et autres, pour qu'on sache exactement à quoi s'en tenir. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pratiquement pris toute l'information. Et il y a comme une concurrence déloyale par rapport aux professionnels classiques de l'information qui sont les journalistes. Voilà, qu'on peut dire, Thierry, que malgré le fait que la cote d'alerte soit atteinte, tel que relève Cameroun Tribune, on est loin aussi d'être sorti de l'auberge par rapport à la publication de ces documents frappés du sceau de la confidentialité. C'est clair qu'on est très loin. Hein. Bernard Vatan l'a souligné tout à l'heure, au-delà de la réglementation. On l'a souligné pour le cadre de l'opération Pévier. Il faut que les personnes en charge de ces dossiers-là comprennent quand même que l'État ne peut être dans la rue et que ces personnes s'amendent. Parce que un document confidentiel ne peut se retrouver dans les réseaux sociaux si ça ne passe directement dans les mains de ces concernés-là. À partir du moment où les uns et les autres s'amendent, je crois quand même qu'il y aurait une nette amélioration de cet état de choses. Nous n'avons pas connu Internet avant la France, encore moins avant les États-Unis ou plusieurs autres pays occidentaux, mais vous ne trouverez jamais de pareils documents. Il a fallu qu'il y ait des affaires comme des Panama Papers pour révéler un certain nombre de choses, parce que les journalistes ourdis qui ont la maîtrise de cette science-là aillent vers l'information. On l'a vu avec le cas de Mediapart qui réussit parfois à prendre quelques informations, mais ces informations ne se retrouvent pas au bonheur, la chance dans la rue comme ça. Mais non, il faudrait justement que même les personnes en charge de ces dossiers-là comprennent que l'intérêt de l'État doit être protégé, préservé, et que je crois que en passant par là, beaucoup de choses se feront. Il y a déjà une loi sur la cybercriminalité. Bernard Vatan et nous, d'ailleurs, nous en parlions dans le cadre d'une association que nous sommes en train de mettre sur pied sur la cyberpresse. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que la presse cybernétique a pris l'ascendant sur la presse classique. Aujourd'hui, il est facile de regarder Equinox Télévision à travers nos tablettes, nos smartphones. On ne peut pas marcher avec un téléphone, mais on peut regarder une émission à travers un téléphone, dans un taxi ou dans son véhicule quand on a un chauffeur. Donc, il faudrait que l'on s'habitue à cela et que le gouvernement prenne des mesures coercitives qui nous permettraient justement de traverser ce cap-là. Au finish, s'agirait-il, Bernard, d'un problème de gouvernance? Il s'agit d'un problème de gouvernance. Il y a une nouvelle donne. Quand on est en système de parti unique et que le multipartisme arrive, mais qu'on l'intègre, qu'on tropicalise Internet, qu'on le mette, qu'on le domestique, qu'on le mette en fonction des lois du Cameroun, du vécu quotidien des Camerounais. Il ne s'agit pas ici de décrier tous les jours, Non, il faut qu'il y ait un cadre réglementaire. Que lorsque le fonctionnaire va dans son bureau et qu'il fasse fuir un document, qu'il sache le risque qu'il encourt. Aujourd'hui, là, quand tu vas dans un commissariat, on a vu le message porté de la police dans les réseaux sociaux. Mais quand tu vas dans un commissariat, c'est le geste le plus facile. C'est-à-dire cliquer, prendre son téléphone Android et filmer et faire passer ça dans la toile. Et il faut que les gens sachent que la toile, c'est quelque chose d'extraordinaire. En une seconde, une information est partie du Cameroun en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, il faut que les gens sachent qu'il y a une réglementation par rapport à ça. Quand on dit il y a de la traque, par exemple, quand on est dans une entreprise, il y a de la traque informatique qui permet de retrouver la source même de la fuite d'une information. Tout est possible, mais il suffit qu'on soit organisé. On ne va pas seulement se tenir là pour dire que non, mais les réseaux sociaux n'ont pas fait ceci, les réseaux sociaux n'ont pas fait cela. Il faut les intégrer dans le quotidien. Et pour les intégrer, il faut domestiquer. Et pour domestiquer, il faut qu'il y ait une réglementation.
Voilà, et puis le dernier sujet que nous allons aborder porte sur la crise anglophone. Quelques-unes s'y sont intéressées ce matin, notamment l'anecdote qui a parlé d'affrontements mortels dans la partie sud-ouest du Cameroun, avec plusieurs morts côté sécessionniste, nous dit le journal L'Anecdote ce matin, tout comme le journal de Sun qui lui est revenu sur cette tournée de Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale. Alors, sur le terrain, on se rend compte que c'est loin, mais alors très loin d'être l'accalmie. Un véritable pied de nez au ministre Atangandi qui, au moment où il était en tournée dans le sud-ouest, a vu de pareils événements arriver. C'est bien déplorable. Il faudrait que l'on comprenne que la crise anglophone a atteint des pics incontrôlés. Et si ça continue, ces pics seront incontrôlables. Il faudrait maintenant que le gouvernement fasse, comme d'ailleurs cela a été le cas avec cette militarisation de cette zone-là, mais il faudrait davantage amener les uns et les autres à comprendre que la solution de la crise anglophone sortira nécessairement par un dialogue inclusif. Paul Atangandi a déjà commencé à le faire avec le nord-ouest et le sud-ouest, mais il faudrait maintenant qu'au-delà de Paul Atangandi, que les autres membres du gouvernement s'y collent et que le gouvernement lui-même travaille davantage à ce niveau, parce que les solutions ont déjà été prises. Il y a d'autres engagements qui avaient été pris par l'État. Le président Biya a dû nommer un ministre originaire de ces partis à l'éducation nationale, mais l'école n'a toujours pas repris. Donc en réalité, il faudrait que tout le monde s'y implique davantage, parce que plus le temps passe, plus la situation s'enlise. Alors, dans le discours, Paul Atangandi, lui, reste très ferme. Le journal de Son nous dit par exemple que pendant sa tournée, il faut rappeler que dans la partie sud-ouest, il s'est rendu à Boya et à Kumba, alors que bon, l'épicentre ou les véritables zones de conflit n'ont pas été visitées par le ministre de l'administration territoriale. Mais le journal de Son nous dit, ou reprend ces paroles du ministre, « Tell them to surrender like prodigal sons or face de state », la fermeté jusqu'au bout au côté gouvernement. Oui, oui, à l'évidence, le ministre Atangandi c'est un va-t-en-guerre. Bon, voilà, il a été nommé ministre de... Demandez-leur de se rendre, sinon, ils feront face à l'État. Bon, c'est un discours fort. C'est un discours... Moi, je pense que le problème anglophone, il a été stratifié. Il a commencé par un problème sectoriel, les enseignants, les avocats, avant de se muer en revendication politique, parce qu'ils étaient aux aguets. Ils s'est mué en revendication politique. Il faut donc une réponse politique forte à un problème politique. Et cette réponse politique passe par le dialogue. Il faut un dialogue. Il faut que les gens s'asseyent. Véritablement inclusif. Puisque jusque-là, on a l'impression, au regard des journaux, au regard de ce qui est écrit au quotidien, que voilà, pour le gouvernement, il n'est pas question de négocier ou d'échanger avec ceux-là présentés comme les extrémistes. Oui. On envisage un dialogue beaucoup plus avec les modérés. Oui, oui, les avis sont partagés. Les uns disent qu'on ne peut pas dialoguer avec les extrémistes. Les autres disent que c'est le passage obligé. Parce que quand le ministre Atangandi dit « vous vous rendez ou vous aurez en face de vous l'État », qui doit se rendre? En face, il y a qui? Il y a l'État d'un côté et de l'autre côté, qui? Le vide. Qui est de l'autre côté? Il faut bien qu'il y ait des interlocuteurs. Il faut bien qu'il y ait des belligérants. Pour parler de terroristes, on parle de gens qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Et on ne pourra les voir qu'au cours d'un dialogue. D'un dialogue où on aura l'État, si vous voulez, d'un côté, et de l'autre, les sécessionnistes. Pour trouver une solution, parce qu'à l'évidence, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui revendiquent certainement quelque chose. On n'a jamais vu écrit quelque part que voilà ce que les sécessionnistes veulent. On sait seulement qu'ils ont coupé la tête d'un gendarme ici. Ils ont enlevé un sous-préfet là-bas. Ils ont enlevé... C'est tout ce qu'on sait d'eux. Le reste, c'est vide.
Thierry, peut-être pour Oui, terminer. juste pour souligner qu'il a dit, hein, nous sommes des Camerounais qui sont en train de se livrer à de pareilles actions. Ça peut être n'importe qui, on ne saurait les identifier de manière aussi formelle. On parlait tout à l'heure de dialogue véritablement inclusif. Si on arrive à cela, je crois, l'arrestation d'Ayoub Tabi et les autres n'a pas servi à grand-chose. On a vu la situation s'est plutôt enlisée. Donc, il faudrait que l'on décide de changer une fois de plus de paradigme et pourquoi pas de remettre le problème sur la table du débat. Allez, remettre le problème sur la table du débat, c'est par ces mots que nous sortirons de cette édition de la revue des Grandes Unes. Merci Thierry, merci Bernard, merci à vous chers téléspectateurs d'être restés en notre compagnie. Nous vous souhaitons simplement une très belle suite des programmes sur Equinox Télévision. À demain pour un autre numéro de la revue des Grandes Unes.